Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche, je reviens évidemment, comme il est d'habitude, sur les faits d'actualité tels que traités par la rédaction de STV, sur le prisme et l'analyse, mais aussi des commentaires de l'invité de ce dimanche. On reparlera de la conférence des gouverneurs ouverte et clôturée cette semaine à Yaoundé, sous la présidence du ministre de l'administration territoriale. Occasion pour Paul Atangandi de mettre en garde la classe politique camerounaise, notamment Maurice Kamto, et également des clarifications à travers la crise interne au PCRN. On parlera également de cette prestation de serment au Conseil constitutionnel, du colloque de la Chambre des comptes et bien d'autres sujets. Ce dimanche, nous recevons Jules Ndiaoui. Jules Ndiaoui est un acteur médiatique, un analyste politique et surtout un panafricaniste. Une idéologie qu'il épouse depuis quelques années déjà, sous fond de combat contre, ou du moins sous fond de bataille pour réinstaurer les valeurs africaines. Il le dira certainement mieux que moi. Sous une autre casquette, il a été administrateur de Free Media Group, le groupe éditeur du journal Le Messager, dont était fondateur son père, puis Ndiaoui de regretter mémoire. Jules, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Lipita. Je ne serais peut-être pas de trop si j'ajoute que vous êtes en ce moment ministre conseiller à la présidence de la République centrafricaine. Je suis... non, pas du tout, c'est ce qui est. D'accord. Vous êtes de passage au Cameroun, dans votre pays. D'abord, panafricaniste, vous, quel contenu vous mettez dans cette épithète? Oui, panafricaniste parce que nous sommes... je suis descendant d'une famille de combattants, depuis mon grand-père, de part et d'autre. Mon grand-père paternel était un combattant, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour les libertés dans l'Ouest Cameroun. Il s'est beaucoup battu pour l'émancipation des peuples de l'Ouest. D'ailleurs, d'où le nom Messager. Messager, c'est mon père, il crée le Messager et il donne ce nom en la mémoire, en l'honneur de son père. Parce que mon grand-père était un messager. D'accord. Et donc, mon grand-père maternel aussi était un très grand combattant. Il s'est beaucoup battu pour l'évolution des droits des indigènes, comme on les appelait à l'époque, aux côtés d'André Marimbida. Donc, je suis descendant d'une famille de combattants et ce combat s'est recentré sur un point que l'on appelle le panafricanisme. Très jeune, j'ai été formé au Manidem. J'ai pris mes premiers cours politique au Manidem avec les Bandakani, sous la supervision de Anissé Ekane à l'époque. Et bon, après je suis parti en Europe pour suivre mes études. Et c'est là-bas que cet esprit panafricanisme s'est renforcé. Face à beaucoup d'injustices dont vivent les peuples d'Afrique, face à un constat clair, celui de constater que l'histoire, face à un fait clair qui est celui de constater que l'histoire de l'Afrique a été biaisée. Je prends une petite anecdote, vous savez, quand on dit que nos aïeux étaient des tirailleurs, c'est-à-dire quand vous écoutez bien, vous analysez le français, tirailleur c'est quelqu'un qui tire ailleurs. Mais vous savez très bien que nos aïeux sont morts sur les plages normandes pour libérer la France. Ils se sont battus. Et d'ailleurs, d'autres sont rentrés. Ils ont été massacrés parce qu'on a voulu voiler l'histoire. On n'a pas voulu que le monde sache que les Africains ont contribué de manière efficace à la libération de la France. Donc, quand vous avez été dans... Vous avez fait tous ces constats et que vous avez cheminé avec l'oppresseur et constaté toute cette fourberie, si vous êtes épris du panafricanisme, vous ne pouvez que devenir un fervent défenseur d'un concept panafricaniste. Et le nôtre, le mien, celui que je défends aujourd'hui, c'est le panafricanisme des temps nouveaux, qui s'inspire de ce que les anciens ont fait,
mais qui s'adapte et s'accommode aux évolutions du temps. D'accord. Alors, cela dit, on va mettre la trame de cette émission va certainement se situer sous l'élan de la transition politique. On sait qu'au Cameroun, nous sommes à la veille d'une année électorale. En principe, les élections locales, les élections présidentielles, donc sous la trame de la succession au pouvoir de Paul Biya, cette succession il y aura, en tenant compte de la situation socio-politique et économique. Mais d'abord, si je vous demandais, comment décrivez-vous l'actuel paysage politique au Cameroun de façon panoramique? En d'autres termes, mon frère, il faut comprendre une chose, c'est que la situation, le paysage politique camerounais de l'heure est la conséquence de ce qui avait été implémenté à sa manière. Lorsqu'on reçoit, on décide dans les années 90, nos parents décident de demander la démocratie, le multipartisme, la liberté des droits fondamentaux. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'était une volonté réelle des peuples africains? C'est ça la base. Est-ce que c'était une volonté réelle des peuples africains? Et quelle réponse apportez-vous à cette question? Je pense qu'il y avait eu un peu de manipulation. C'est-à-dire? Parce que, pourquoi l'avoir refusé au peuple africain au sortir des années 59-60? Nos parents, nos aïeux, nos grands-parents demandaient déjà cette démocratie et ces libertés, beaucoup plus de liberté. Mais le colon ne l'a pas fait. Le colon a d'abord préparé le terrain en fabriquant les nègres de maison. Je vais les appeler ainsi. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse histoire des universités d'outre-mer. C'est-à-dire où on prenait des Noirs à qui on allait enseigner comment gérer la colonisation. Donc, en fait, on renvoyait en Afrique des colons noirs au lieu de donner aux Africains les libertés telles que le revendiquaient les Oumyobé, hein, les André Marine Bida et autres. Vous voyez? Donc, 35 années après, on a le mur de Berlin qui tombe. Berlin, ce n'est pas en Afrique, je suis désolé. Berlin, ce n'est pas en Afrique. En quoi le mur de Berlin devrait, la chute du mur de Berlin devrait avoir un impact sur les sociétés africaines? Mais on a pu constater que l'impact a été réel. Mais justement, parce que c'était une volonté pensée par un groupe de monde, de personnes qui avaient un objectif, celui de contrôler l'Afrique. Celui de contrôler l'Afrique. Et pour contrôler l'Afrique, il fallait développer un concept. D'où ce concept de la démocratie. Je ne veux pas occulter ici les sacrifices. Hein. Je ne vais pas dénier ces sacrifices. Non. Je veux simplement repartir dans le cadre de la pensée. Est-ce que cette approche avait été pensée pour nous les Africains? Mais ce qui est louable, c'est que nos parents se sont battus pour ces libertés. Il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices. Et le président Biya a concédé ces libertés en 90 aux populations. Mais, M. Dipita, quand vous analysez la scène politique camerounaise, de 90 à 2024, ça fait une trentaine d'années. 34. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cette démocratie a apporté en termes de valeur ajoutée à notre société? Je crois que les problèmes qu'on décrit avant, la majorité des problèmes sont restés les mêmes. Donc, c'est pour cela qu'il est impératif aujourd'hui de repenser un nouveau type de démocratie qui va rythmer la vie des peuples et des sociétés africaines. Donc vous estimez que sur le plan du paysage politique actuellement, il y a des réformes à faire? Idéologiques, oui. Il y a des réformes idéologiques à faire qui s'imposent. Ces réformes s'imposent à nous. D'accord. Mais l'une des problématiques fondamentales, je me situe toujours dans la veille de cette élection présidentielle, est de dire que
beaucoup stigmatisent, beaucoup indexent la longévité du président au pouvoir. Sachant qu'il arrive en 1982, nous sommes en 2024. Certains pensent que même si le chef de l'État a encore beaucoup à donner, après autant d'années d'exercice du pouvoir, il faut peut-être penser à autre chose. Monsieur Dipita, je disais tantôt que il faut des véritables et réelles refontes idéologiques. Une société, on la pense. Et c'est la manière dont elle est pensée, c'est cette pensée qui va induire le fonctionnement de cette société. Je décris la manière dont on a pensé la démocratie africaine. C'était une méthode calquée sur une culture, sur des cultures qui ne sont pas les nôtres. Encore qu'en Occident, ces Occidentaux qui nous ont imposé ce vent de démocratie en 90 à la suite de la chute du mur de Berlin, et comme j'ai dit, pour moi, aujourd'hui, à l'époque j'étais jeune, bon, il y avait un phénomène d'entraînement. Aujourd'hui que je suis quelqu'un de mature, je continue de me poser la question, en quoi l'impact de la chute du mur de Berlin peut servir à un État comme le Sénégal. C'est-à-dire, je renverse les données. Hein. On vous dit que le pont d'Aidé à Douala s'est écroulé. L'impact de ce pont sur la politique française est quoi? Mon frère, vraiment, raisonnement terre à terre. Non, il y a un seul problème. Il faut que les intelligences africaines soient mises au défi. Il faut que les Africains créent un modèle qui leur est propre, partant de leur propre culture et de leur tradition. Dans nos traditions, pour répondre à votre question, on ne chasse pas le chef. Vous savez, quand on aborde ce débat, je fais toujours des parallèles avec les traditions gréco-romaines. Repartons, permettez-moi cette parenthèse. Bien sûr, on a le temps pour ça. Vous savez, quand on fait une église, Saint-Vincent-Paul-Loti de Loncac, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les reliques de Saint-Vincent-Paul-Loti qui a été canonisé au Vatican, à Rome, en Italie, qu'on transporte jusqu'à Loncac et qu'on dépose au niveau du tabernacle. C'est comme ça qu'on baptise une église. Absolument. Et dans cette église, vous avez des milliers de fidèles catholiques africains qui viennent prier au nom de Saint-Vincent Paul-Loti, qui est un Italien. C'était peut-être, ça aurait pu être un escroc, un saint peut-être, un homme pieux, ou même un braqueur. Mais l'Église a sanctifié. Qui a été sanctifié au Vatican, à Rome. Et qui est prié de lundi à dimanche, de 7h à 24h, en Coléton à Loncac. D'accord, on va dire, ça c'est la tradition gréco-romaine. Mais quand vous arrivez à l'ouest, et que vous trouvez un Bamileke qui fait le culte des ancêtres, sur les crânes de ses aïeux, on lui dit sacrilège. C'est démoniaque. Pourquoi tu vas prier sur le crâne de tes parents, de tes grands-parents? C'est un crime, ça, Dieu ne permet pas ça. Je parle de l'Ouest, parce que c'est monnaie courante, c'est connu de tout le monde. Mais croyez-moi, même dans le centre, il y a ce type de pratique. À l'est du Cameroun, il y a ce type de pratique. Même chez vous, les Sawa, il y a ce type de pratique. Il y a ce type de pratique. Donc, vous voyez, le colon vous fait comprendre que non, vos croyances à vous, vos traditions à vous, sont démoniaques. Pour amener la politique camerounaise en d'autres termes, vous estimez que le président n'a pas besoin de passer par une élection, je pense qu'il est un patriarche qui doit rester... Nous devons trouver des formes propres à nous, partant de nos cultures et de nos traditions.
pour gérer et gouverner nos sociétés. Le même président, lui, il se définit comme, du moins il a souhaité qu'on garde de lui les marges de l'homme qui aura apporté la démocratie et la prospérité à son peuple. Je veux dire que lui-même accepte de rentrer dans le jeu démocratique, de passer par une élection et non d'être, je ne sais pas. Oui, même s'il s'avérait qu'on le maintienne au pouvoir, on va trouver, c'est pour ça que je parlais de démocratie différente. On peut inventer un type de démocratie, la démocratie traditionnelle panafricaine. Qui vous a dit que le modèle de démocratie qui nous a été imposé est le meilleur? Non. Nos intelligences sont mises au défi. D'accord. On doit pouvoir implémenter un nouveau type de démocratie, hein, avec un chef d'État qui soit un patriarche. C'est-à-dire, le président Biya peut rester on trouve une formule pour qu'il reste en poste, pour qu'il ait un mandat qui lui permette de terminer sa vie au pouvoir, comme ça se passe dans les chefferies traditionnelles. Dites-moi, dans une chefferie traditionnelle, vous avez entendu qu'on a élu un chef? Et vous croyez que dans ces chefferies-là, dans nos villages, il n'y a pas de démocratie? Pourtant, chez moi, à l'ouest, chez mes parents à l'ouest, le chef a des notables. Et les notables représentent chaque composante, hein, du village. Absolument. Hein? Donc, je pense qu'il y a des méthodes. Mon très cher frère, il y a des méthodes. Il y a des formules, monsieur Dipita. Nous devons simplement nous asseoir, revoir d'abord le concept même que nous voulons implémenter, le revoir, l'organiser, et puis le soumettre, l'appliquer. D'accord. Prenons le premier reportage de l'émission, puisque ça fait partie du jeu. On va revenir sur la conférence des gouverneurs, donc la première, ou alors la conférence semestrielle de cette première séquence annuelle a eu lieu à Yaoundé cette semaine, autour du ministre de l'administration territoriale, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le représentant délégué général de la Sécurité nationale. Les 10 gouverneurs des régions ont fait le point, mais occasion pour Paul Atangandi de passer un message clair aux hommes politiques camerounais. Suivez plutôt. 2025 approche, Paul Atangandi met en garde Maurice Kamto. Il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Dans son propos d'ouverture de la conférence des gouverneurs, le ministre de l'administration territoriale a également donné des précisions sur la position du gouvernement au sujet de la polémique au sein du PCRN. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va dire que c'est déjà mon enfant. Quand nous avons consulté les documents de ce parti politique, il est clair que Kona Robert est le légitime propriétaire et le mandataire social de ce parti politique. Au cours des travaux de 2 jours, les différents gouverneurs feront des exposés sur la situation sécuritaire dans leurs régions respectives avant la communication des recommandations finales du MINAT. Voilà donc cette sortie du ministre de l'administration territoriale.
Jundiaoué, peut-être un commentaire? Oui, il y a eu le passage sur la mise en garde. La mise en garde faite à l'égard des hommes politiques, notamment Maurice Kamto. Bon, vous savez, tout ça, c'est la conséquence du type de démocratie qui nous a été imposée dans les années 90. Voilà les conséquences, M. Dipita. Voilà les conséquences. Est-ce que démocratie signifie aller en guerre? Est-ce que démocratie signifie tout détruire? Moi, j'ai vécu les villes mortes à Douala dans les années 90. On avait tout détruit. Souvenez-vous, Dipita, à une époque, nous allions à l'école sans goudron. Parce que tout ça avait été détruit. Et le régime central avait décidé de punir les populations de Douala. Les crevasses partout. Bon, je pense que la démocratie, ce n'est pas de détruire. Je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons, mais je pense que ce n'est pas indiqué pour un homme qui aspire à gouverner, à diriger une nation, de prévoir la casse, de planifier la casse. C'est en d'autres termes irresponsable. Le militantisme ne signifie pas de destruction. Le MRC a eu une chance qui était celle d'aller aux élections législatives pour faire le jeu démocratique. Il ne l'a pas fait. Ils ont décidé de rester en marge de ces élections. Et la conséquence, elle est là aujourd'hui. Elle est là. Il la paye cash. Donc vous ne pouvez pas, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous ne pouvez pas refuser d'aller à une élection législative, revenir cette année après dire on va tout casser. Non. Moi je ne casserai pas le Cameroun. Je refuse. Et je conseille aux jeunes de ne pas se prêter à ce jeu. C'est un jeu dangereux pour la démocratie. C'est un jeu dangereux même pour le développement. Il est très dangereux ce jeu-là. Nous sommes des êtres humains. Nous devons être épris de bon sens en tant que citoyens. Et des citoyens sont des gens qui se conforment à la réglementation. Pour changer les choses, le MRC, fort de sa popularité, de sa masse critique, aurait dû aller aux élections législatives, gagner un certain nombre de postes de députation, d'élus, avoir des élus à l'Assemblée nationale, aller à l'Assemblée nationale, peser de tout son poids pour impulser la dynamique de changement qu'on nous vante. Vous voyez, député, c'est cette hypocrisie qui me fait mal. C'est cette hypocrisie politique qui me fait mal. Vous voulez le changement? Quand vous avez l'opportunité d'appuyer, d'actionner sur tous les leviers du changement qui sont mis à votre disposition, vous reculez et vous envoyez après les enfants de Truy à la casse. Moi, c'est assez hypocrite. Et c'est un jeu mesquin. C'est pour cela que je pense. Et c'est ça les limites de la démocratie qui nous a été imposée, justement, dont je parlais tout à l'heure. Voilà les limites de cette démocratie. Voilà les limites de cette démocratie. Vraiment, je suis de ceux qui pensent qu'on doit changer le modèle de démocratie, inventer une démocratie traditionnelle panafricaine. Mais dans cette démocratie traditionnelle panafricaine, pour parler un peu de son contenu, quelle place donne-t-on à une opposition ou alors à ceux qui n'ont pas forcément la même analyse, la même lecture des faits sociopolitiques, qui n'ont pas les mêmes projets, programmes de gouvernement ou de gouvernance comme ceux qui détiennent le pouvoir? Je veux dire que, comme vous l'accorde, supposons que, on trouve un modèle de démocratie où le président Biya est le patriarche national, il reste à la tête du pouvoir. Mais ceux qui ne voient pas comme lui, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une force de proposition. Qui vous a forcément dit que c'est l'opposition qui va construire? Moi, je suis contre ces concepts de dire que oui, c'est l'opposition en face qui va amener le régime. Mais depuis 34 ans, pourquoi cette opposition au Cameroun n'a pas pu faire abdiquer le régime sur ses positions? Mais il aura beau rôle de vous dire que depuis 34 ans, vous mettez les bâtons dans les roues. Ah ben oui, mais parce que c'est un jeu d'intelligence. Pour que le jeu démocratique ne se... Mais à la fin, qui appelle le loup tribu? C'est les populations et c'est les citoyens. Est-ce qu'on fait dans la politique pour en faire des martyrs?
ou on fait la politique pour construire? C'est la question qu'on doit se poser. Si moi je dois faire de la politique, c'est pour aider les citoyens. Et donc, si ce modèle de politique, démocratie, après 34 ans, a monté ses limites, on doit changer de formule. On supprime l'opposition. Ceux qui ont des idées novatrices deviennent une force de proposition pour ceux qui gouvernent. Et les deux ensemble construisent nos États. Les deux ensemble construisent nos États. C'est comme ça que nos villages, c'est comme ça que l'Afrique s'est bâtie du temps où l'Afrique était une puissance à dominer sur le monde. Parce que croyez-moi, toutes les formules mathématiques qui aboutissent aujourd'hui au développement numérique, c'est parti d'Égypte, d'Afrique. Mais à cette époque, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas des opposants, mais il y avait des sociétés organisées. Et ces sociétés organisées travaillaient pour le développement et le bien des communautés, des populations. On peut revenir à ce modèle. On devrait revenir à ce modèle parce que c'est ce modèle-là qui est le nôtre. Celui que nous avons appliqué depuis 1990, c'est un modèle qui nous a été imposé, pensé depuis Paris. Et d'ailleurs, souvenez-vous du discours de Chirac. Quand Chirac disait « l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie », en fait, Chirac était très poli. Chirac était très poli pour faire comprendre, il essayait de faire comprendre aux hommes politiques occidentaux que les Africains n'ont pas besoin de démocratie. Ils sont déjà démocrates, ils ont leur modèle de société à eux. C'était ça le message que le président Chirac voulait passer à l'époque. Vous comprenez? Faisons le bilan, faisons le point. 34 années après, la démocratie a marché où en Afrique? Bon, on parle du Cameroun, dites-moi, elle a marché au Gabon? Elle a marché au Congo? En Centrafrique? Depuis 34 ans, c'est 34 années d'instabilité au nom de la démocratie. Au Tchad, hein, tout un président même a été assassiné en pleine démocratie. Regardez ce qui se passe au Niger. Dites-moi dans quel pays d'Afrique francophone la démocratie a fait des miracles depuis 34 ans. Au Sénégal, ben vous voyez très bien qu'aujourd'hui, les panafricanistes ont été obligés d'arracher le pouvoir. Avec une nouvelle. Donc c'est un nouveau mode de pensée. Donc même ça signifie que même là-bas, ça n'a pas marché. Donc, il faut repenser, mon frère. Le modèle de démocratie que nous avons en Afrique, qui nous a été imposé en 90, ne cadre plus aux évolutions des mentalités des Africains. L'autre entité sociale ou dans la structuration ou l'organisation des sociétés qu'on observe généralement dans un environnement démocratique, il y a la société civile, qui semble être très peu présente, tout au moins sur des questions poignantes. On en compte peut-être quelques entités ici, Un Monde à Venir, Stand Up for Cameroun, bref, d'autres qui évoluent sur des questions de droits de l'homme, le REDAC ou les droits humains et ainsi de suite. Mais je veux dire qu'en tant que instance dans l'observation de la gouvernance, dans l'encadrement du jeu démocratique et politique, on ne ressent pas beaucoup. Cette entité, cette société civile, quelle est sa place dans la démocratie que vous prônez à la chefferie africaine? Vous voyez donc, vous revenez sur les problèmes que je pose depuis. La démocratie qui nous a été imposée a constitué deux blocs dans Je partage pas forcément votre point de vue, hein, je vous laisse à l'analyse. Oui. A constitué deux blocs politiques. L'opposition, le parti au pouvoir. Les autres composants de la société sont oubliés. La société civile, qui en parle au Cameroun, on voit bien qu'elle se déploie, elle essaie de faire des efforts. Parfois, elle est soit inféodée par les partis au pouvoir, soit inféodée par les partis d'opposition. Donc, et c'est justement parce que le modèle de démocratie de 90 n'est plus bon. Dans le modèle de la démocratie traditionnelle panafricaine, on va accorder à la société civile le rôle de conseil. Il faut leur accorder un rôle de conseil bien défini dans la constitution qui va encadrer cette démocratie traditionnelle participative. Donc, la société civile, c'est une composante de cette démocratie traditionnelle participative. Donc, là, elle va jouer un rôle important, beaucoup plus important que celui qu'elle joue aujourd'hui. Aujourd'hui, la société civile, elle est mise en marge des débats
politique, de débat dans nos sociétés. Elle est presque, comment dirais-je, martyrisée. Pour ne pas dire clochardisée. Pourquoi? Parce que deux blocs se sont accaparés la gestion de la chose politique dans un État, dans nos États. L'opposition, le bloc de l'opposition et le bloc du parti au pouvoir. Monsieur Dipita, je continue, j'insiste. Et je vous dis que la forme de démocratie que nous avons, qui nous a été imposée en 90, est à l'origine de tous les problèmes et de tous les maux que nos sociétés subissent aujourd'hui. On revient là-dessus tout à l'heure, le temps pour nous de prendre le deuxième reportage qui, cette fois-là, revient sur la prestation de serment qu'il y a eu cette semaine au Conseil constitutionnel. Vous le savez, le Parlement était réuni en congrès à Yaoundé pour recevoir Florence Rita Aré dans sa prestation de serment. Ce 2 juillet au Parlement camerounais, députés et sénateurs sont réunis en congrès pour recevoir le serment de Aré Florence Rita, dont le mandat au Conseil constitutionnel a été tout récemment renouvelé par le chef de l'État. Avec son entrée en fonction, l'équipe du Conseil constitutionnel est désormais au grand complet. Elle devra, selon le PAN, travailler dans le respect des lois camerounaises. Intégrité et compétence. Voilà ce que vous recommande également la loi. Je voudrais relever ici toute la délicatesse qui caractérise la matière constitutionnelle sur laquelle vous aurez encore à statuer au cours de votre nouveau mandat aux côtés de vos collègues. À 76 ans, Aré Florence Rita est au sommet de sa carrière de juriste. Diplômée de l'ENAM, avocate et juge camerounaise, elle a été la première femme procureure au tribunal de première instance du Cameroun de 1974 à 1990. Elle a ensuite été vice-présidente puis présidente de la Cour d'appel, juge de la Cour suprême du Cameroun en 2000. Membre du tribunal pénal international pour le Rwanda, elle est la présidente de la section camerounaise de l'Association internationale des femmes juges, membre de plusieurs autres associations internationales de juristes, dont l'Association des magistrats et des juges du Commonwealth et l'Association pour la réforme du droit pénal. Aré Florence Rita est la première et seule femme membre du Conseil constitutionnel du Cameroun, avec de nombreux challenges déjà en perspective. Qu'il s'agisse de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des accords, des traités internationaux, des règlements intérieurs du Parlement, d'abriter des conflits d'attribution ou de veiller à la régularité des opérations électorales et référendaires, vous convenez avec moi que votre champ d'action est vaste et essentiellement sensible. Mission donc délicate pour Aré Florence Rita, native du Sud-Ouest, qui démarre ainsi son deuxième mandat de 6 ans. Nous poursuivons cet échange en fin de semaine avec Jules Ndiaoué, qui, comme je l'ai dit à l'entame, a plutôt une idéologie panafricaniste, qui remet désormais en question le modèle de démocratie qui gouverne nos États africains, notamment les États d'Afrique francophone, encore plus singulièrement le Cameroun. Alors, tout à l'heure, on vient de voir le Congrès, on n'a pas la présidence. Mais je vais dire, dans votre modèle, quelle peut être l'ossature des institutions, Jules? Dans le modèle actuel, je viens de le dire, on a la présidence, on a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, donc le Parlement, pour dire une fois, on a le judiciaire, qui est le troisième pouvoir, il y a la presse, qui est le quatrième pouvoir. Mais dans le modèle que vous souhaitez pour l'Afrique, ou alors pour lequel vous défendez les idées désormais, quelle serait, selon vous, l'ossature? Comment ça se constituerait? Oui, monsieur Dipita, c'est une très bonne question. Nous y avons pensé. Dans le concept de démocratie traditionnelle panafricaine que nous voulons,
c'est qu'il y ait un président, un chef d'État, un patriarche, un président à vie qui est considéré comme un patriarche, qui est un patriarche, pas considéré, qui est un patriarche. Le chef de l'État entrant va devoir désigner sur proposition de son prédécesseur, selon les critères qu'on va définir. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'approche. Ce sont les critères que nous allons définir aussitôt que ce dernier atteint l'âge de 60 ans. C'est-à-dire que quand le chef d'État qui est là, ça peut être Dipita, dès qu'il a 60 ans, il définit déjà, il désigne. Le chef entrant désigné, par exemple, est ensuite élu au suffrage universel indirect, donc par l'Assemblée nationale. Vous voyez? Il est élu au suffrage universel indirect. Ce qui lui confère, ce qui revêt un certain caractère démocratique. Mais là, vous êtes dans la... Mais sous une forme traditionnelle. Vous nous conduisez dans la monarchie anglaise, ou britannique? Bon, Avec, c'est peut-être vous qui parlez de monarchie. Avec un roi qui... Mais encore que même dans ces monarchies aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Hein? En Angleterre, est-ce qu'il y a un problème? En Allemagne, le système démocratique allemand. Peut-être que si on nous avait imposé le système démocratique allemand, on n'aurait pas, notre société n'aurait pas les problèmes qu'il a aujourd'hui. Avec un président et puis un chancelier. Un chancelier. Qui en fait qui détient le pouvoir politique. Politique. Peut-être que si on nous avait imposé une démocratie à l'anglaise, on n'aurait pas ce type de problème. Un roi et le jeu démocratique. Et le jeu démocratique qui se joue. Et voilà. Par exemple, on aurait pu. Donc, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à la quête d'un modèle qui va s'adapter à nos réalités. Et en quoi est-ce que le président Biya peut jouer ce rôle? Je veux dire que est-ce que le président Biya est celui qui peut implémenter, propulser, selon vous, hein, votre analyse, entamer cette perspective de démocratie à la panafricaniste que vous... C'est pour cela que nous pensons que le président Biya doit être plébiscité l'année prochaine pour qu'il ait le temps d'implémenter ce nouveau type, ce nouveau modèle de démocratie traditionnelle panafricaine. C'est l'un des objectifs. Pourquoi lui, est-ce qu'il est panafricaniste, Paul Biya? Est-ce que c'est dans sa marche, il donne l'impression de quelqu'un qui veut sortir du modèle actuel? Alors, pour... vous posez une très bonne question. Je vais surprendre plus d'un. Je crois foncièrement que le président Biya est panafricaniste parce qu'il a posé beaucoup d'actes. Comme lesquels? Beaucoup d'actes qui démontrent qu'il y a un esprit panafricaniste en lui. Lorsque le président Biya décide de ne pas renouveler les accords de coopération et de défense avec la France, après les 54 années échues, mais il le fait parce qu'il veut libérer le Cameroun de l'emprise et de la domination française. Lorsque, par exemple, il refuse de faire la guerre à Bakassi, de faire une guerre militaire, alors que tous les stratèges français qui défilaient à Itoudi conseillaient une guerre au président Biya, il a opté pour une autre formule qui a porté ses fruits. Il a protégé ses populations. Il faut savoir, les impérialistes, ils dominent par la guerre. Ils créent toujours des conditions de guerre. Pendant que vous entretuez, ils vous pillent. Pendant que vous vous entretuez, vous vous approvissez. Vous devenez de plus en plus pauvre. Pendant que vous entretuez, ils récupèrent toutes vos richesses, toutes vos matières premières. Ils vous font signer des accords léoniens parce que vous êtes en guerre et que vous avez besoin d'un pseudo-soutien et appui. Donc quand le président Biya a analysé la situation,
fort de sa sagesse, il a refusé de livrer une guerre aux Nigériens. Ça a pris le temps que ça a pris. Le Cameroun a récupéré Bakassi. Hein? Les accords de défense avec la France qui n'ont pas été renouvelés. Vous croyez qu'un chef d'État pro-français aurait pu s'opposer au renouvellement des accords de défense, tel que la France les proposait à l'époque de Sarkozy? Je crois que non. Il est temps que les nouvelles générations sachent que le président Biya a préservé le sous-sol. Vous savez, quand il fait un discours et qu'il dit que seulement même pas 1% des minerais camerounais ont été exploités jusqu'à nos jours, mais c'est parce qu'il avait son rôle, c'était de préserver nos matières premières pour que les générations futures viennent les développer. Et ça, en termes de stratégie économique panafricaniste, je crois que le président Biya avait vu juste. Et pour ça, c'est un panafricaniste. J'admets, je peux le dire haut et fort, que le président Biya est panafricaniste. D'ailleurs, vous connaissez sa statue traditionnelle. C'est le Nomgui, adoubé par tous les chefs traditionnels du Cameroun. Et donc, vous ne saurez être un chef traditionnel sans toutefois être un panafricaniste. Qu'on me montre un seul chef traditionnel au Cameroun qui ne soit pas panafricaniste. Un seul. Parce que, souvenez-vous, refaisons le tour de l'histoire. Lorsque les Allemands arrivent au Cameroun et que Douala Mangabel décide d'organiser la résistance, qui il va voir? Il va à Fouman. Il va voir son homologue chef. Ensemble, avec les autres chefs, ils organisent la résistance. C'est pour cela que pendant qu'il y avait la résistance à Douala, il y avait la même résistance en pays Ewondo, avec Atanganchama. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir sur les trônes de nos chefferies traditionnelles si vous n'êtes pas panafricaniste. Ce n'est pas possible. Et lorsque vos pères, patriarches, vous reconnaissent cette posture, vous l'assumez. Et nous avons obligation d'en faire reconnaissance. Un colloque s'est déroulé cette semaine à la Chambre des comptes. Nous retournons à la régie avec nos confrères de Yaoundé, Olivier Bouzike, qui ont suivi cette activité et nous en rendent compte. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui interpellent les pays en voie de développement. Il est question de préparer les jeunes auditeurs et auditrices à mieux faire les audits des organismes publics. C'est la 3e édition. Les 2 premières ont permis d'obtenir quelques avancées dans le domaine. Il y a une nette amélioration au niveau des audits de performance, des audits qui s'opèrent au niveau de la Chambre des comptes du Cameroun. Ça veut dire que nous apprenons quand même beaucoup de choses. Et la visibilité qu'on donne aujourd'hui, ça permettra aux comptables, aux ordonnateurs de se mettre en garde. Aussi, les experts vont au cours des travaux auditer la mise en œuvre des ODD. Mais aussi, il s'agit de voir quel est le degré d'atteinte des travaux des ISC au niveau des populations. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans une juridiction financière et tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du peuple. Donc, l'impact que nos travaux ont sur les citoyens, sur les contribuables qui veulent savoir où va leur argent, mais aussi sur les usagers. L'autre enjeu est de promouvoir une technique d'audit professionnelle en adéquation avec la déontologie et la méthodologie en la matière. C'est une occasion de donner une certaine visibilité d'abord à notre Chambre de comptes, qui n'est même pas connue des Camerounais. Parallèlement, c'est des occasions de professionnalisation, de formation, de mettre en pratique, n'est-ce pas, les connaissances acquises sur les bancs de l'école. C'est d'ailleurs pour cela que les destinataires de cet événement sont les plus jeunes. Cette initiative, portée par la Chambre des comptes de la Cour suprême, vise en général à corriger les défaillances liées au manque de communication entre les ISC et les parties prenantes sur le terrain.
Voilà, pour ce qui est de la Chambre des comptes, revenons à notre invité de ce dimanche, Jules. Alors, dans cette mouvance-là, on l'a dit dès l'entame, nous sommes à une année, enfin quelques mois de l'élection présidentielle. Quel peut être le rôle de la jeunesse camerounaise, qui d'ailleurs se mobilise grandement en ce moment pour s'inscrire sur la liste électorale? Quel peut être son rôle dans la vision panafricaine que vous partagez aujourd'hui? Alors, la jeunesse camerounaise a le plus grand rôle politique à jouer dans cette phase de mutation idéologique et conceptuelle. Le rôle de la jeunesse est non négligeable. D'ailleurs, c'est elle qui va être acteur, qui va être le moteur de ces mutations. Il faut savoir une chose. Faisons une analyse. Le président Biya a 91 ans. C'est un patriarche. Vous avez une génération en dessous, 80, 70, 60. C'est dans ce segment que j'appelle les monstres de la République. C'est à ce niveau-là que vous trouvez les monstres de la République. C'est qui nous crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est à ce niveau-là. Et donc, si la jeunesse camerounaise épouse, elle devrait épouser, l'approche que je vends, le président Biya sera reconduit, plébiscité, le patriarche. Il a 2 ou 3 années, que Dieu lui en donne encore longue vie. Il aura 2 ou 3 années pour structurer la nouvelle démocratie traditionnelle panafricaine dans ses profondeurs. Ce qui va exclure de facto les 3 générations porteuses de monstres de la République. 80, 70, 60. Et donc, les cinquantenaires, les quarantenaires et les trentenaires reprendront la gestion de la chose publique. C'est pour ça que j'ai dit que la jeunesse camerounaise est le moteur central de ces mutations. Le risque qu'on a aujourd'hui. Nous n'allons pas replonger dans le débat de Tontina et Sardina. Nous devons éviter le piège du repli identitaire ethnique. Qui sont les conséquences de cette démocratie mal jalonnée, mal implémentée de 90? Monsieur Dipita, vous et moi avions grandi à Douala. Moi, quand on me dit Bamileke, je dis je ne suis pas Bamileke, je suis Bamisawa. En d'autres termes, Bamileke n'est à Douala. Mais monsieur Dipita, vous et moi, nous connaissions ces concepts. Notre génération, quand nous grandissions dans cette ville de Douala, on ne connaissait pas ces concepts. On connaissait que c'était M. Dibita, c'était M. Ndjawe, c'est mon camarade de classe, c'est mon ami, on joue au football ensemble, on joue au basket ensemble. Mais aujourd'hui, vous avez quoi? Qu'est-ce qui prolifère aujourd'hui dans Douala? Foyer Banjoun, foyer Bandenkop, foyer Ondo, foyer Batier, foyer... Non, c'est quoi? Voilà les conséquences de la démocratie qu'on nous a imposée en 90, qui a accentué les clivages et le repli identitaire. Qui sont les véritables modes de notre société aujourd'hui. Nous devons repartir vers un modèle traditionnel qui va maîtriser tous ces clivages afin d'avoir un Cameroun, un seul Cameroun. Nous ne voulons pas un Cameroun de Bamileke. Nous ne voulons pas un Cameroun des Bétis ou d'un Kwa, comme on les appelle. Nous ne voulons pas un Cameroun des Sawa ou des Dangondo, comme on dit en Douala. Nous voulons un Cameroun uni. Et cette mission, c'est les nouvelles générations qui se doivent de corriger les erreurs de nos parents qui nous ont menés à cette
des tas de choses. Alors, si j'ai bien retenu le modèle que vous prenez, je viens pour recentrer les grandes lignes, et vous me direz en quoi est-ce que, fondamentalement, ça peut permettre peut-être le développement, sortir nos jeunes du chômage. Alors, la démocratie, concept traditionnel, un chef ayant un mandat à vie, Oui. un chef d'État entrant désigné sur proposition de son prédécesseur, selon des critères définis, Oui. aussitôt que ce dernier atteint l'âge de 60 ans. Oui. Un chef entrant désigné est ensuite élu par suffrage universel indirect, passant par les deux chambres du Parlement. Oui. Le chef entrant exerce la fonction de vice-président tant que son prédécesseur reste en vie. Il entre en fonction en cas de démission ou de décès du chef. Les pouvoirs du chef pourraient se limiter à la défense, la diplomatie, les grâces présidentielles et le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. L'essentiel des autres pouvoirs devrait alors être reversé à un Premier ministre issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, nommé par le chef, est cependant responsable devant le peuple camerounais. Il peut être révoqué par une motion de censure. En quoi est-ce que un modèle comme celui-là, puisque c'est l'objectif, peut permettre le développement d'un pays comme le nôtre? Vous l'avez rappelé, un pays en friche. Donc les ressources sont plus ou moins encore intactes. Un pays dont le potentiel est dynamique en termes de jeunesse, prête à aller au charbon pour contribuer au développement. Un pays diversifié à travers ses richesses culturelles, traditionnelles, sa superficie et autres. En quoi est-ce qu'un modèle comme celui-ci peut donc permettre que notre pays ainsi décrit puisse prendre son envol dans le développement économique peut-être? Monsieur Dipita, ce modèle, le plus grand avantage de ce modèle, c'est la déconcentration des pouvoirs. Vous voyez bien tel que nous l'avons expliqué. Il déconcentre le pouvoir. Aujourd'hui, tous les pouvoirs sont concentrés sur le président. Fort de son âge, vous connaissez ce qui défrait la chronique. Haute instruction ou pas haute instruction. Ce modèle nous évite ce type de faux problèmes. Le chef de l'État, de manière en toute souveraineté, garde les décisions de souveraineté, la défense, la justice. On déconcentre le reste. Vous savez, dans l'architecture actuelle, le Premier ministre ne peut prendre aucune décision. Vous le savez très bien. Dans le régime présidentiel qui est le nôtre. Il ne peut prendre aucune décision. Il suffit qu'il ne s'entende pas avec 2 ou 3 collaborateurs du président à la présidence, au palais, pour que toute la structure fonctionnelle de l'administration soit bloquée. C'est là le problème. Dans ce modèle, on déconcentre. L'hyperconcentration, on la casse. Chaque département gère son département en toute sérénité, sous la coordination et la supervision du Premier ministre, chef de gouvernement. On libère les énergies. On libère les énergies. On laisse le génie des jeunes s'exprimer. Aujourd'hui, le génie de la jeunesse camerounaise est pris en otage par la guerre des clans, par les monstres, comme j'expliquais tout à l'heure. Les 80, 70, 60. Qui sont ces monstres-là qui ont pris le génie de la jeunesse camerounaise en otage. Mais dans notre tradition et nos cultures, un patriarche, qu'est-ce qu'on en fait? On l'accompagne. Vous savez, le modèle de démocratie que nous avons est exactement à l'idée de la société européenne, où à 60 ans, on laisse un parent en maison de retraite, on l'abandonne. On le prend, tout son travail, les héritiers récupèrent tous ses biens, toute sa richesse, toute sa fortune, et vont l'abandonner dans une maison de retraite. Ce n'est pas dans notre civilisation, M. Dipita. Moi, mon grand-père, je l'ai accompagné jusqu'à la tombe. Il est mort à 101 ans. En fait, celui dont j'ai eu la chance de connaître. Il y a eu une transmission. Les grands-pères chez nous, les grands-parents,
les patriarches, le soir, autour du feu, racontent l'histoire du village, l'histoire de la contrée aux petits-enfants. C'est ça la transmission. Ça, c'est dans nos traditions. Mais dans les traditions et cultures occidentales, les grands-parents, les patriarches, les personnes âgées sont éloignés de la masse. Ils finissent leur vie dans un désarroi. Et c'est cette culture qui est contenue dans le modèle de démocratie qu'on nous a imposé en 90. Et nous pensons qu'elle est contraire à nos mœurs, elle est contraire à nos mentalités, elle est contraire à nos civilisations et cultures. Et nous pensons que nous sommes persuadés que c'est la démocratie traditionnelle panafricaine qui va sortir l'Afrique de l'ornière. Déjà, en évitant de froisser nos patriarches, en essayant de tirer au maximum de ces patriarches ce qu'il y a de meilleur pour la postérité, accompagner ces patriarches vers leurs derniers jours, posément, comme dans nos us et coutumes. C'est ça. Nous devons bâtir une société, un modèle de démocratie calqué sur nos us et coutumes. Et dans nos us et coutumes, personne ne vient se disputer la chaise du chef avec le roi. Est-ce que tous ceux qui convoitent le pouvoir en ce moment, sous le label démocratique tel qu'on le pratique, sont accessibles à ce discours que vous tenez? Est-ce que, je vais dire de leur point de vue, puisque vous en connaissez certains, vous côtoyez d'autres, ils pourraient l'admettre tel que vous le décrivez, un patriarche à la tête de l'État et que le jeu démocratique se joue en dessous? Je vais vous poser une question, M. Dipita. C'est moi qui pose la question ici. Mais allez-y, faites, je verrai bien. Vous avez raison. J'accepte mon rôle. Allez-y, faites. Le principal leader de l'opposition aujourd'hui au Cameroun s'appelle M. Kamto. Est-ce que M. Kamto peut manquer de respect au chef Baham, porteur du pouvoir traditionnel Baham? Je crois que non. Je crois que non. Je vais dans la Léquier. Est-ce que vous avez vu un étonne manquer de respect à Sa Majesté Célestin Bédjigui, porteur d'un pouvoir traditionnel étonne? Je crois que non. C'est ça revenu à nos cultures. Il faut revenir à nos cultures. Il faut revenir à nos traditions. Le type de gouvernance que nous devons observer dorénavant, que nous devons implémenter à travers cette démocratie traditionnelle panafricaine, doit s'appuyer et d'abord sur nos traditions et nos us et coutumes. Une fois que c'est fait, vous allez voir la réglementation sociétale s'opérer. Moi, quand j'étais jeune, M. Dipita, je me rappelle, quand j'arrivais à Akwa, à côté de Doualaba, il y avait le château de Dika Akwa, il y a Bonambela. Le mausolée. Le mausolée. Quand j'arrivais à cet endroit, c'était la rectitude, le respect des traditions. Allez-y aujourd'hui voir ce qui se passe à côté. Allez-y voir. Mondénicité, les bas dancing, le lieu sacré où les ancêtres se concentrent pour résoudre les problèmes de la cité de Douala au nom de la démocratie. Allez-y voir ce qu'on en a fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas confusion de genre? Je veux dire que là, c'est peut-être un problème de gouvernance aussi. Mais c'est pour cela que je dis, cette gouvernance tire sa force du système démocratique qui nous a été imposé. Un système démocratique qui bafoue nos valeurs. Mais vous savez, la dimension mystique. La dimension mystique.
Chaque État a sa dimension mystique. Chaque société a sa dimension mystique. Au nom de quoi on devrait m'imposer la franc-maçonnerie qui semblerait-il est un cercle ésotérique, mystique, occidental. Alors que j'ai ma mystique à Douala qu'on appelle Ongundo. Hein? J'ai ma mystique chez des tonnes qu'on appelle Anaksama. Vous comprenez? J'ai l'autre à l'ouest. Mais non, c'est ça. On nous a acculturés. On nous a déshabillés. Et on nous a imposé des modèles par lesquels on contrôle nos États, nos richesses, nos hommes. Et moi je dis, je me dresse contre cet état de choses. Et j'appelle à une nouvelle dimension, à une dimension d'une nouvelle pensée. Les intellectuels panafricanistes doivent repenser le modèle de démocratie que nous voulons, que nous devons imposer à nos États africains pour sortir de cette emprise, de cette domination, de ce contrôle. Vous savez, monsieur Dipita, Dieu m'a permis, je le remercie, je remercie le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mes ancêtres, qui m'a permis d'avoir la chance de travailler aujourd'hui aux côtés d'un chef d'État, d'un décideur. Une république telle que structurée par les Occidentaux, c'est tout ce qu'il y a de pénible, de difficile. Lorsque vous avez les moyens de donner à boire et à manger à vos populations, de donner du travail à votre jeunesse, et à côté une épée de Damoclès sur vos têtes, vous essayez de travailler pour votre peuple, vous verrez ce qui va vous arriver. Il faut déjà commencer par conscientiser ce peuple. Regardez bien ce qui s'est passé depuis les années 90. On trouve toujours par le mécanisme de cette démocratie, on trouve toujours le moyen de monter les populations contre ses dirigeants. On monte toujours les populations contre ses dirigeants. À l'opposé. Allez-y voir le modèle de nos traditions, de nos chefferies traditionnelles. Mais dans les pays occidentaux, le modèle de démocratie implémenté, on voit les mêmes phénomènes. Je veux dire que ce n'est peut-être pas un modèle ciblé. En France, par exemple, vous voyez les gilets jaunes tout le temps dans les rues, vous voyez des contestations syndicales, vous voyez le débat politique, médiatique entre les différentes, et d'ailleurs pas qu'en France. Vous avez en ce moment aux États-Unis l'élection présidentielle ou les préliminaires qui se jouent entre le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, où le débat est tout aussi contradictoire. Ce n'est pas forcément que c'est un modèle qu'on a exporté ici pour... Oui, mais monsieur Dipita, une fois de plus, pourquoi je dois subir le modèle des autres? Ils ont leur environnement, ils ont leur réalité, qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, ça porte des limites là-bas, mais chez nous, ça n'a jamais... Au moins là-bas, ça a commencé par évoluer avant de porter ses limites. Mais chez nous, ça n'a jamais évolué. Chez nous, c'est un processus qui a été mort-né. Comme on dit au quartier, mort-né. Et je pense que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe, l'Afrique, ce n'est pas les États-Unis. Ce modèle, chez eux, a marché, et aujourd'hui, ça démontre ses limites. Chez eux, dans leur environnement. Mais chez nous, ils nous l'ont imposé, ça n'a même pas commencé par marcher, que nous sommes toujours dans la même situation. Voilà. Allons à la brigade du quartier général à Yaoundé. Ouais. Comme d'habitude, les premiers jeux est un moment festif, remise des épaulettes et haute décoration. Pour nos méritants éléments des forces de défense et de sécurité, la tradition a été respectée cette année encore, sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Vetiassomo.
Après des années de dur labeur, voici venu l'heure des récompenses. Plusieurs personnels militaires et civils du ministère de la Défense reçoivent épaulettes ou médailles des mains des personnalités au rang distingué, dont le grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yan, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside la cérémonie. Pour la hiérarchie militaire, il s'agit de saluer le travail acharné des personnels promus. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis de porter ces galons et je dis merci à toute ma famille, merci à ma famille militaire. Je suis entrée en 2006, première promotion des élèves sous-officiers. Jeune fille, je ne savais pas où j'allais, mais je suis arrivée avec les réalités du métier qui n'étaient pas faciles, avec des obstacles aussi géants, j'ai pu traverser. Aujourd'hui, je suis fière. Pour certains, c'est la concrétisation d'un rêve longtemps caressé. Je suis un officier ici des rangs. Ce n'est pas donné à n'importe qui de quitter soldat de deuxième classe et arriver à porter ce galon. Donc, j'attends maintenant que le haut commandement me confie d'autres missions. Et donc, une invite à se mettre davantage au service de la nation. Ce galon de colonel, comme vous dites, ne représente pas pour moi un achèvement, c'est un accomplissement. Parce que c'est le début d'une autre histoire. C'est le moment de servir le pays plus grandement partout où besoin se fera, le jour, à midi, la nuit, tout le temps. Je suis déterminé. Cette cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la remise des décorations au titre du 20 mai 2024 et des insignes des grades au second semestre de l'année budgétaire 2024 s'est achevée par une parade des troupes sous le commandement du colonel Yves-René Ekoman, chef d'état-major de la brigade du quartier général. Alors, Jules Jaoué, en quoi est-ce que le modèle que vous prônez vous convainc-t-il de ce que, éventuellement, s'il est implémenté, qu'il puisse, je crois que j'ai posé la question autrement tout à l'heure, qu'il puisse redonner au Cameroun sa dimension ou permettre à ces jeunes de retrouver, en fait, résoudre les problèmes du quotidien camerounais, résolver les questions de chômage, résolver les problèmes d'eau, d'électricité. Puisqu'on a les questions sécuritaires aussi, on en parle peut-être tout à l'heure, les questions de faim, la famine atteint un certain nombre de Camerounais. Comment est-ce que le modèle que vous prônez, ou alors quelle est la conviction que vous avez de ce que ce modèle peut être efficace pour résoudre tous ces problèmes évoqués? Monsieur Dipita, je vous ai dit que le problème de la gestion de nos institutions, c'est l'hyperconcentration des pouvoirs. L'hyperconcentration des pouvoirs. Dès lors que, à partir du modèle que nous proposons, on a déconcentré les pouvoirs, on a libéré les énergies, et vous allez voir la transformation du Cameroun s'opérer dans les 6 mois, une année qui suivent. Parce que les Camerounais, la jeunesse camerounaise est outillée. C'est des petits génies. C'est des petits génies d'Ipita. Je peux vous dire, allez en Guinée équatoriale. C'est les Camerounais qui font l'économie dans la Guinée équatoriale. Allez au Congo-Brazzaville. C'est les Camerounais qui font l'économie et même impactent une partie de la pensée de la gestion administrative dans ces pays-là. Tout récemment, encore au Gabon, vous avez vu. Pendant qu'au Cameroun, on en est à chercher des solutions. Fort heureusement que le patriarche Marangele, j'ai nommé, a fini par trouver la solution sur le problème d'élaboration des cartes d'identité. Au Gabon, c'est un jeune Camerounais qui produit les cartes d'identité qui a gagné le contrat. Au Gabon, à côté. J'ai confiance au génie de la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est une jeunesse bien outillée, bien formée. Tout ce qu'elle demande pour son pays, c'est qu'on libère les énergies. Or, les énergies sont embrigadées dans l'hyperconcentration du pouvoir. Par ce modèle que nous proposons, qui est une démocratie traditionnelle panafricaine, on décentralise, on décongestionne, on décentre, on déconcentre les pouvoirs du chef de l'État. On fait un équilibre et on libère les énergies. Et vous allez voir comment le génie créateur de la jeunesse camerounaise va s'opérer. Moi, j'ai confiance en la jeunesse camerounaise, M. Dipita. Venez en Centrafrique. Je
suis pas le seul Camerounais qui travaille avec le président Touadéra. Ils sont plusieurs. Hein. Et vous voyez le travail qu'on a bas. Vous voyez comment on aide, on contribue à relever le défi. Mais je vais vous conter une histoire. Je suis arrivé au Zimbabwe. Je constate qu'un des conseillers du président du Zimbabwe, c'est un Camerounais. Je suis arrivé en Namibie. La deuxième personne la plus riche de Namibie, c'est un Camerounais, un anglophone. C'est ça le génie de la jeunesse camerounaise. C'est les créateurs. Et donc, vous ne pouvez pas nous faire croire que ces créateurs, ces génies-là, ne peuvent pas opérer un miracle. S'ils n'opèrent pas le miracle, c'est à cause du modèle de démocratie qui nous a été imposé, mon frère. Mais ces génies que vous citez, ils évoluent dans un modèle de démocratie identique à ce qu'on a importé. Ah non. Attention. Quand vous allez dans des pays comme l'Ouganda, c'est un modèle de démocratie atypique. À l'ougandaise. Vous avez vu, le Zimbabwe, vous connaissez. Vous savez d'ailleurs les problèmes qu'ils ont aujourd'hui avec l'Occident par rapport à leur mode de gestion, à la gestion, à la façon dont eux, ils gèrent leur pays. Mais aller en Namibie, c'est tout autre chose. Je vous dis, ce modèle de démocratie nous pose problème. La démocratie imposée aux pays d'Afrique francophone est différente du modèle qui a été imposé aux pays, qui a été structuré dans les pays anglo-saxons. C'est pour cela que vous voyez que les pays anglo-saxons se portent beaucoup mieux que les pays francophones. Déjà, je vous prends un exemple. Tous les pays anglo-saxons d'Afrique, vous allez constater que c'est des pays qui ont véritablement obtenu leur indépendance. Au prix des guerres, au prix des batailles physiques, batailles idéologiques. Mais regardez, en Afrique francophone, le seul pays qui a véritablement eu son indépendance, c'est l'Algérie, qui s'est battu, qui l'a arraché. Mais les autres, qu'est-ce que le président de Gaulle a fait? Sénégal, indépendant, on vous donne le papier. Gabon, indépendant, mais non, c'était comme si on distribuait des diplômes. Parce qu'il fallait biaiser la notion d'indépendance. Il fallait la contrôler. Alors, si tel était le cas, pourquoi au sortir des indépendances, le Premier ministre André-Marie Mbida n'est pas allé au terme de ses missions? Nous sommes obligés de faire un clin d'œil sur l'histoire. Un retour en arrière. C'est justement parce que la France, colonisatrice, avait constaté que le monsieur n'était pas maniable. Et qu'avec lui, la véritable indépendance du Cameroun allait s'opérer. Puisqu'en même temps, il demandait l'indépendance et les libertés fondamentales. Donc, réhabilitation de l'UPC et autres. Ce qui posait un sérieux problème à la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont écarté. Ils ont mis au pouvoir quelqu'un qui pouvait manipuler. Bon, je vous évite la suite. Vous connaissez, c'est l'histoire. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Nous devons respecter ceux qui ont vécu, ceux qui ont bâti. Encore que, quand on a mis Aïdjo au pouvoir, regardez la vitesse à laquelle Aïdjo a amorcé le développement du Cameroun. Dans un esprit monoparti. C'est le monoparti. Vous avez vu. Le Cameroun était deuxième exportateur de cacao. Je vous épargne les données économiques, vous les connaissez mieux que moi. Mais pourquoi subitement, quand on revient au concept démocratique, de démocratie imposée par la France, tout de suite, le FMI revient en force. Mais là, vous semblez déresponsabiliser également le rôle ou le jeu des acteurs. Je veux dire que dans ce concept, beaucoup dénoncent des problèmes de gouvernance. Les acteurs, M. Dipita, ont été manipulés depuis la France métropolitaine. Y compris le président Biya. D'une manière ou d'une autre. Les acteurs ont été manipulés. Quand les gens descendent dans la rue en 90, ils demandent la conférence souveraine. Le président Biya refuse. Il dit elle est nulle et sans effet. Ils insistent, bon, et sans objet. Ils insistent, et puis bon, il finit par dire, ok, la démocratie, je la leur donne. Vous croyez que pourquoi Biya a refusé de donner la démocratie en 90? Pourquoi il a d'abord durci? Parce qu'il savait que ça n'obéit pas. Et 34 ans après, mon frère, faisons le bilan de la démocratie.
cette démocratie-là, qu'est-ce qu'elle a apporté à nos nations? Sortons du cas du Cameroun. Prenons toutes les nations francophones d'Afrique. Faisons le bilan. Bon, vous avez parlé du Sénégal. Mais vous connaissez très bien comment ça s'est passé au Sénégal. Vous savez très bien que le Sénégal résiste parce qu'il y a une bonne dose de panafricaniste qui a envahi les mentalités jeunes. Autrement dit, le pantin sera encore au pouvoir là. Le sortant, excusez-moi, je veux pas être... je me dois un peu de respect pour ceux qui ont dirigé nos États. Il sera encore au pouvoir. Si les panafricanistes, si l'esprit panafricaniste n'avait pas joué son rôle. C'est un constat généralisé. D'accord. Ce n'est pas une situation qui est propre au Cameroun. Et c'est pour cela que nous disons démocratie traditionnelle panafricaniste. Ok, voilà. Parlons de cette décision de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui continue à susciter des grincements dedans. Au sein de l'opinion, la décision consiste en la présentation d'une ordonnance médicale pour l'achat des produits pharmaceutiques. Et, comme je l'ai dit, la décision ne fait pas forcément l'unanimité. Suivez plutôt. Depuis le 1er juillet 2024, il faut présenter une ordonnance signée par un médecin, membre de l'Ordre des médecins du Cameroun, pour acheter tout médicament en pharmacie. Cette décision prise le 4 juin 2024 par l'Ordre des médecins vise à contrôler la vente des médicaments et à lutter contre l'exercice illégal de la profession de médecine dans notre pays. Pour cela, les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, doivent avoir des ordonnanciers qui répondent à la réglementation internationale. C'est-à-dire, l'ordonnance doit être rédigée sur papier en tête qui mentionne le nom du médecin, sa spécialité, la dénomination de la formation sanitaire au sein de laquelle il exerce, ainsi que son numéro d'inscription à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Cette mesure entend être une contribution à la lutte contre l'exercice illégal de la médecine menée depuis plusieurs années par l'État. En juillet 2022, le ministre de la Santé publique avait publié un communiqué dans lequel il rappelait que l'exercice illégal de la médecine constitue un délit réprimé par la loi. Alors, Jules Diaoué, vous allez en pharmacie avec votre ordonnance pour acquérir des produits au cas où? Monsieur, évidemment, c'est ce que je fais. Ok. C'est ce que je fais. Permettez-moi de faire un développement à ce sujet. Vous voyez, une fois de plus, ce désordre que nous avons, c'est l'une des conséquences de la démocratie imposée. Au nom des libertés, n'importe quel Camerounais importe dorénavant les médicaments et n'importe quel Camerounais fait sa pharmacie au bord de la route. Mais qu'est-ce qui empêche au gouvernement en place ou cette démocratie-là d'opérer les contrôles? Et justement, dès lors qu'on commence ces contrôles, tout de suite vous avez des récupérations politiques. Est-ce que ce que vous appelez, il y a le chômage. Est-ce que ce que vous appelez comme conséquence de cette démocratie n'est pas plutôt la conséquence de la corruption qui sévit dans nos... Mais c'est même d'abord cette démocratie mal jalonnée qui a été implémentée au mépris de nos us et coutumes qui entraîne de facto tous ces fléaux que nous dénonçons aujourd'hui. Corruption et autres. Vous croyez que dans une société organisée qui respecte les us et coutumes, qui respecte un fonctionnement établi à la base, hiérarchisé, les gens vont se permettre de faire la corruption? Bien sûr que non. Au nom des libertés, chaque Camerounais s'est cru investi dans le pouvoir de faire ce qu'il veut. Voilà les conséquences. Vous ne pouvez pas savoir le taux de morts que nous avons dans nos familles parce qu'ils ont consommé des médicaments non contrôlés, non homologués. Et on trouve toujours le moyen de dire c'est l'oncle qui est sorcier, c'est la grand-mère qui est sorcière. Mais parce qu'il y a eu une déréglementation, il y a eu un déréglage. Et constatez que ces fléaux vont grandissant depuis l'arrivée de cette histoire qu'on a appelée démocratie avec tombée du mur de Berlin de 90. Mais avant, nous on était jeunes dans ce pays. Pour avoir un médicament, il fallait une ordonnance. Et moi, je dis bravo à l'ordre des pharmaciens. L'ordre des médecins. Des médecins. Bravo. Oui, bon, l'ordre des médecins va travailler avec l'ordre des pharmaciens pour implémenter et faire respecter cette décision.
Bravo. Au moins là, on revient à l'ordre. Il faut rétablir de l'ordre dans notre société. D'accord. Et vous ne pouvez pas rétablir un ordre si, à la base, regardez par exemple, M. Dipita, regardez comment nos sociétés sont configurées. Vous avez un chef de quartier, vous avez un chef traditionnel, vous avez un chef de quartier, vous avez un chef de bloc, vous avez même les chefs de maison. Vous ne pouvez pas bafouer. Et ça, c'est la base conceptuelle même de notre tradition. Vous ne pouvez pas bafouer tout ceci au nom de la démocratie et croire que vous allez avoir, vous espérez avoir une société qui se porte à merveille. Non. Notre société ne peut pas bien se porter dans ce contexte. Dans ce contexte, elle ne peut pas bien se porter. Vous avez des gens qui font du double langage. Quand ils sont à Douala, ils sont citoyens. Et quand ils sont à Douala, ils revendiquent tous les droits. Le droit de vote, le droit d'insulter le préfet, le droit d'insulter un citoyen dans la rue, au nom des libertés. Mais M. Dipita, quand il arrive chez le chef Sokoudjou, à Banjoun, qu'est-ce qu'il fait? Ou à Bafoussam, Monsieur Dipita, voilà ce qu'il fait. Vous voyez? C'est ça le problème. On doit arrêter ça. Au nom de la démocratie, quand on est en ville, à Douala ou à Yaoundé, on méprise tout le monde. Au nom de la démocratie. Et quand on rentre chez soi, le temps d'un week-end, on adule le chef du village, le chef traditionnel. Et on a donc ce bicéphalisme qui crée tout ce désordre. Nous devons revenir à une démocratie traditionnelle, panafricaniste. Évoquons cette dédicace de livre à Douala qui parle plutôt de musique avec la présentation d'une centaine de titres par quelques artistes locaux. Reportage. Quand on aime, on l'exprime. 3 Camerounais ont décidé de parler des 70 ans d'amour qu'ils ont avec la variété camerounaise. L'ouvrage est une déclaration d'amour à la variété camerounaise et depuis quelques années, nous avions l'impression que la variété camerounaise perdait de son rayonnement qu'elle avait à l'époque. Quand nous étions plus jeunes, nous savions que nous étions une référence en Afrique et nous avons eu le sentiment progressivement que cette référence s'épuisait. Mais surtout, autre chose qui a été un déclencheur, c'est la disparition de Manu Dibango en 2020. Et c'est pour ça que les deux parenthèses du livre, il y a 1950 et il y a 2020, parce que la disparition de Manu nous laisse dans l'état où vous pouvez imaginer, il y a eu diverses réactions, mais nous, en tant que narrateurs, en tant que témoins, nous avons voulu faire un témoignage non seulement de Manu, mais de tout ce qui a pu avoir comme variété camerounaise sur 70 ans, parce que c'est à peu près le temps aussi où Manu a contribué à faire briller la variété au Cameroun. Manu Dibango, précurseur de nombreuses musiques et artistes, est la tête de proue de cet ouvrage. Il faudrait plusieurs livres pour l'évaluer, mais justement, ce livre peut permettre d'avoir une idée. Parce que sur plusieurs titres, on peut voir l'influence de Manu Dibango. Il a influencé non seulement le Makossa, qu'il a contribué à porter au CIM avec son Makossa, mais même avec le projet Fleur musicale du Cameroun en 82, dont il a été le directeur artistique. Ce projet a permis de révéler et de conforter d'autres rythmes qui étaient comme discrets, comme écrasés par le Makossa. Et le patrimoine camerounais a été révélé par ce projet. Donc il n'a pas fait que faire du Makossa, il a aussi contribué à donner confiance à d'autres rythmes. Et c'est raconté dans le livre. La musique, œuvre de l'esprit, de la conception à sa diffusion, il y a de nombreuses étapes précises à suivre. On leur laisse déjà un livre de chevet qui leur permettra d'avoir des repères. Parce que il est important parfois pour ceux qui vont dans les studios, même pour vous les journalistes, d'avoir un repère pour faire un article. Il faut un repère pour jouer à une guitare. Il faut savoir qui a joué à cette guitare et son doigté. Il faut savoir dans quel état d'esprit, par exemple, il était au moment où il devait exécuter, par exemple, cette guitare qui est restée dans les annales. Donc, c'est ce qu'on peut laisser à la jeunesse. Maintenant, à la jeunesse de se saisir
de cette perche qu'on leur tend parce que si vous pouvez le voir, il y a même des aînés qui ne maîtrisent pas cette histoire. À eux aussi de s'en saisir et transmettre à la jeunesse tout autour. L'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. 3 férus de culture, Hendrix Billy, spécialiste de l'information documentaire, auteur de plusieurs chroniques en ligne sur la vie artistique en Afrique centrale, ancien rédacteur en chef du magazine camerounais 100% jeune, Thierry Minko, journaliste, fondateur de la revue mensuelle Moussiki, ancien rédacteur en chef du magazine People, Ici les gens du Cameroun, et Kaïsa Pakito, artiste musicien, ont choisi de coucher leur connaissance de la musique camerounaise sur du papier pour la postérité. D'abord le fait que c'est un ouvrage à la fois didactique et historique. Et il pourrait être pris comme référence pour les jeunes générations qui ne savent pas ce qui s'est passé entre 1950 et 2020. Donc c'est important au moins d'écrire l'histoire. Et la meilleure façon de laisser des traces dans l'histoire, c'est souvent les écrits ou des vestiges. Ils ont fait un travail extraordinaire, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de les féliciter. Mais il faudrait que d'autres le fassent parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'aucune œuvre n'est parfaite et qu'eux-mêmes ils recherchent la perfection. Donc félicitons d'abord ce travail, félicitons d'abord et encourageons ces précurseurs et que d'autres prennent le relais pour que franchement l'histoire de la musique camerounaise soit gravée pour l'éternité. 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 à 2020, c'est plus de 300 pages, format A3, une préface de Claudicia. L'introduction est de Marie-Roger Bilois, la postface de Saline Yolo. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce 3 juillet 2024, ici à Douala. Alors, Jules Diawo, on ressort avec un sujet, peut-être en sport, et puis cette décision de la Confédération africaine de football, à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils. Finalement, le président de la Fédération camerounaise de football a été sanctionné pour des questions d'éthique, notamment en rapport avec son contrat avec OneXBet, $200 000 à payer. Peut-être un commentaire là-dessus. C'est une empreinte indélébile, un caillou dans la chaussure désormais de Samuel Eto'o. Monsieur Dipita, le cas Samuel Eto'o me gêne beaucoup. Ça me gêne beaucoup et vous savez, Samuel, c'est notre échantillon. Samuel, c'est l'échantillon du changement que nous voulons tous au Cameroun. Vous savez que ces profondeurs vous répondront, l'émission est finie, on va peut-être sortir par là, qu'en termes de gouvernance, de... J'en viens. D'accord, pour terminer, hein, vraiment en bref. C'est l'échantillon du changement. C'est dommage qu'il y ait eu tout ce pugilat. Tout ce que je vais demander au monde footballistique camerounais, c'est de se remettre ensemble pour porter haut le flambeau. D'accord. Merci Jules. Merci à vous Jules Diawo d'être venu commenter l'actualité cette semaine, notamment avec ce concept panafricaniste de la gouvernance que vous prenez, vous partagez, ou alors vous essayez d'implémenter, de ventiler, de faire connaître. Merci à vous à la maison également d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Demain c'est lundi d'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.